on va entamer la deuxième partie du cours de chimie analytique qui s'appelle chimie analytique théorie deuxième partie. Je vous ai remis le code du cours, mais voilà, beaucoup se sont connectés maintenant, enfin, ou ce matin ou très récemment sur Connectit, donc vous connaissez ça. L'UE, c'est l'UE 09, donc même si on continue un cours de chimie analytique, ben, on change d'UE parce que les UE c'est par quadrimestre, donc le quadrimestre précédent c'est fait, c'est fini, et donc on passe au quadrimestre numéro 2 avec l'UE ici numéro 9. Dans le premier quadrimestre, il y avait juste nous avec notre cours de chimie analytique où on a parlé beaucoup de pH et de beaucoup de formules pour retrouver le pH. Ici, vous allez voir, on va continuer un tout petit peu là-dessus et après on va enchaîner avec d'autres choses. Donc le cours fait environ 44 heures au global, réparties cette fois-ci entre une partie théorique et une partie exercice. Donc ici, on est dans la partie théorique qui dure une vingtaine d'heures normalement. Et vous avez une partie exercice qui dure 24 heures environ aussi, qui se fera avec Madame Demort, qui sera directement en lien avec la théorie que l'on va voir ensemble. Donc voilà, on travaille vraiment ensemble et à chaque fois qu'on va avancer sur un chapitre théorique, vous aurez des exercices qui vont suivre avec elle. Donc ça, c'est bien parce qu'il y aura vraiment du concret, de l'appliqué pour vous. Et ce sera aussi en lien, vu qu'elle donne les laboratoires de chimie analytique, vous le savez, vous avez eu une initiation, ce sera aussi en lien direct avec le laboratoire de chimie analytique. Donc il y aura vraiment des liens entre la théorie, les exercices et le laboratoire de chimie analytique. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre certaines choses ou de mieux appréhender vos laboratoires et ainsi de suite. Donc on va voir différents chapitres. On va continuer un tout petit peu sur les pH parce qu'on va aborder maintenant les courbes de titrage. Donc c'est ce que vous allez faire aussi au laboratoire. Donc maintenant qu'on a déterminé comment calculer principalement le pH de pas mal de solutions, on va essayer de faire des titrages d'une solution par rapport à une autre et de voir aussi de nouveau comment je peux calculer le pH. On va en parler tout de suite, on va commencer avec ça. Une fois qu'on aura fini cette petite partie-là, vous voyez les différents chapitres que l'on va aborder. Donc la gravimétrie, qui est une méthode analytique, on est bien dans le cours de chimie analytique, qui est une méthode analytique qui est assez manuelle, voir un petit peu en quoi ça consiste. Vous avez, je pense, déjà fait de la gravimétrie en labo au Q1, vous allez en refaire au Q2. Donc c'est important de faire un point là-dessus. Il y aura des exercices aussi qui en découlent. On fera un petit chapitre sur les complexes, parce que c'est une partie un peu à part de la chimie, donc de ces complexes, à quoi ils servent en tout cas en chimie analytique, comment on peut les former et quel est leur intérêt, donc on parlera de ça. Après on aura quand même un gros chapitre sur la solubilité, parce que ça aussi c'est très important. Si je veux faire de la gravimétrie, je dois parler de solubilité. Et en lien avec la solubilité, je parlerai de précipitation évidemment, ça va de pair. Donc on s'attardera assez bien là-dessus. On terminera normalement par un chapitre d'oxydoréduction. Alors pas oxydoréduction comme vous l'avez vu en chimie générale avec des redox à équilibrer, mais aussi sur des titrages d'oxydoréduction et en quoi l'oxydoréduction peut nous aider en chimie analytique et nous permet de nouveau de répondre à la définition de la chimie analytique. Donc c'est une autre branche de la chimie analytique. Ce sera, comme je vous le disais, en lien direct avec les séances d'exercice et les laboratoires que vous allez avoir ici au Q2. Donc voilà un peu le programme des 20 heures de cours théoriques, et pour chaque chapitre vous aurez des séances d'exercice. Donc vous aurez des séances d'exercice sur les pH et les titrages, vous aurez des séances d'exercice sur la gravimétrie, sur les solubilités, sur les redox et ainsi de suite. Alors on va commencer tout de suite par les courbes de titrage. C'est le premier chapitre que l'on va aborder. Alors je vais profiter que j'ai un tableau, donc je voudrais écrire aussi au tableau. Et donc je vais peut-être essayer de changer un petit peu l'affichage pour que vous voyez à la fois le PowerPoint
et à la fois une partie du tableau. Ça va peut-être être un peu compliqué. On va essayer de se remettre peut-être en... Ouais, non, ça devrait peut-être passer comme ça. Ou alors on va se remettre en suivi et on verra comment elle réagit. Je vais juste... Ah ouais, je ne sais pas poser la tablette autrement. C'est pas grave, on va se débrouiller. Ok, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me suit, donc normalement vous allez voir ce que je vais écrire. Donc, on a essayé de déterminer la manière de calculer le pH de différentes solutions. Et ça c'est très bien, mais en chimie, ce qu'on fait très souvent, c'est des titrages. Des titrages, ça nous permet de déterminer des concentrations, des nombres de moles. C'est vraiment très très utile. Vous avez déjà fait des standardisations et tout ça, et vous en ferez encore pendant les 3 années de vos études. Et il y a une partie très importante, c'est ce qu'on appelle les titrages pH métriques. C'est-à-dire que quand vous titrez un acide par une base ou une base par un acide, forcément vous avez un pH qui va évoluer au cours du titrage. Si vous titrez un acide par une base, le pH va augmenter tout au long du titrage vu que j'ajoute de la base. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Et ces titrages pH métriques, ces courbes de titrage, on peut évidemment les suivre d'un point de vue expérimental avec une électrode de pH, mais on peut aussi essayer de calculer théoriquement cette courbe de titrage, ou en tout cas, peut-être si on ne fait pas la courbe entière, on peut essayer de déterminer certains points spécifiques de la courbe de titrage. Donc on va vraiment se baser là-dessus, sur les titrages. Alors, on va commencer très simplement et comme ça je vous explique les généralités avec cet exemple très simple. On va simplement partir d'une solution d'un acide fort. Donc imaginez que l'on titre, donc vous savez je l'écris HA, mais ça peut être équivalent à de l'HCl. Donc j'ai une solution d'HCl et je vais la titrer par une solution de NaOH. Qui est une base forte. Okay. Donc un acide fort et une base forte. Avant que je continue, pour voir jusqu'où je dois aller, est-ce que vous avez déjà fait des titrages pH métriques, des suivis pH métriques au labo, au Q1 ? S'intéresse à l'évolution de pH de la réaction acide-basique. Ok, donc il y a un temps de latence, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez peut-être simplement fait des titrages acide-base avec un indicateur coloré jusqu'à changement de couleur, mais vous n'avez pas spécifiquement relevé le pH des solutions tout au long du titrage. Non, on n'a pas fait ça. Ok. Non, personnellement, je pense pas. Ok, donc vous avez fait des titrages, ça c'est bien, d'un acide par une base par un acide. Alors on va voir différentes cas de figure ensemble. Ça peut être un acide fort, ça peut être une base forte, ça peut être un acide faible, une base faible et ainsi de suite. On a déjà vu plein de cas de figure différents. Ici, on va prendre des généralités sur un exemple très simple, HCl qui est titré par NaOH. Donc un acide fort par une base forte. C'est le cas de figure le plus simple possible. Alors vous, quand vous faites ça, très souvent, ça sert à quoi? Ça sert à déterminer précisément la concentration d'une solution. C'est-à-dire que vous avez ici une solution d'HCl de concentration. La concentration en HCl, elle est inconnue. Vous savez que vous en titrez un certain volume, j'en sais rien, classiquement 20 ml, et vous utilisez une solution de NaOH avec une concentration de NaOH qui, elle, est
connu et vous faites un titrage jusqu'à ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire pour vous le changement de couleur de l'indicateur coloré. Et on a déjà fait un petit chapitre au Q1 sur les indicateurs colorés. Donc vous savez que quand vous avez mis quelques gouttes de phénophtaline dans la solution, en fonction du pH que prend la solution, la phénophtaline va changer de couleur. Aux alentours d'un pH de 7, la phénophtaline va passer d'une coloration blanche vers une coloration rose parce que je passe en milieu basique, parce que j'ai ajouté suffisamment d'NaOH pour neutraliser toute la quantité d'acide qui était présente dans mon bécher. Et comme je suis dans un cas de figure assez simple, acide fort, base forte, j'ai quoi comme équation de titrage ici? J'ai simplement NaOH plus HCl donne NaCl plus de l'eau. Donc c'est bien dans un rapport 1 pour 1, c'est pas très compliqué. Donc le nombre de moles d'NaOH est égal au nombre de moles d'HCl. Et donc, si je l'écris autrement, ça veut dire que la concentration en NaOH multipliée par le volume de NaOH est égale à la concentration en HCl fois le volume d'HCl. Et là-dedans, j'ai trois choses qui sont connues et j'ai une seule chose qui est inconnue. Mon inconnu, c'est sans doute la concentration en HCl. Je sais que j'en ai titré 20 ml. Je connais ma concentration en NaOH et j'aurai mon volume d'équivalent. Je vais inverser les flèches. Je connais la concentration en NaOH et j'aurai mon volume d'équivalence ici en NaOH quand j'ai un changement de couleur de mon indicateur coloré. Donc, si je connais ces trois éléments-là, il est très facile de calculer la concentration en HCl. Ça, c'est des choses que vous avez déjà faites. C'est un simple titrage classique avec un changement de couleur de l'indicateur coloré. Mais les indicateurs colorés changent de couleur en fonction du pH, c'est-à-dire qu'il y a une modification de pH tout au long de ce titrage. Je commence avec un acide fort et plus je rajoute de la base, plus mon pH va augmenter. Et je peux suivre l'évolution. Je peux suivre l'évolution du pH en fonction du volume de NaOH ajouté en millilitres. Et ça se fait très simplement. Il suffit de prendre une électrode de pH que l'on trempe dans la solution, que l'on raccorde à un pH mètre. Voilà. Et à chaque fois que vous ajoutez de la base dans la solution, vous avez votre valeur de pH qui se modifie. Donc, voilà. Vous avez votre valeur de pH qui se modifie et donc vous pouvez relever pour chaque ajout de NaOH, à chaque ajout de NaOH, vous pouvez relever un nouveau pH et tracer alors la courbe de suivi du pH en fonction de NaOH. Ça, c'est d'un point de vue expérimental. Vous savez le faire au laboratoire. Vous faites des ajouts, vous relevez le pH et vous construisez de manière expérimentale votre courbe. Ces courbes de pH, on sait les calculer théoriquement. Et ce n'est pas très compliqué, en tout cas pour des cas simples comme ceux-là. Et donc on va aborder quelques cas de figure pour pouvoir prédire l'allure de la courbe. Comme ça, ça nous permet, vous allez voir l'intérêt, mais il y en a plusieurs, mais c'est de se dire, quand j'arrive au laboratoire, je sais déjà à quoi ma courbe va ressembler. Et donc, quand je vais construire ma courbe expérimentale au laboratoire, je vais savoir si ma courbe elle est correcte ou si elle n'est pas correcte, si elle colle à la théorie ou si elle ne colle pas à la théorie. Donc ça, c'est assez important. Alors, on va commencer justement par cet exemple très simple d'acide fort titré par une base forte.
Et on va reprendre, et je vous montrerai le PowerPoint après, hein, je reste sur le tableau normalement pour que vous puissiez voir ce que j'écris. Mais on va reprendre un peu, j'ai envie de dire, les équations de base que l'on connaît. Et donc, je vais simplement réécrire certaines choses qui sont normalement très, très connues. Je vais écrire là au milieu parce que je pense que vous voyez mieux. Donc je vais effacer, je vais continuer à écrire au milieu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Très simplement, exactement comme on l'a fait au premier quadrimestre. Normalement, vous avez l'habitude, vous recevrez vos résultats prochainement. C'était pas trop mal l'examen de chimie analytique sur les pH. Donc je pense que beaucoup de monde ont compris en tout cas le principe de fonctionnement. Donc si je pars d'un acide fort que j'appelle HA, ben, quand il est dans l'eau, vous le savez maintenant, il est entièrement dissocié. Donc je fais une simple flèche vers la droite et il forme du A- plus de l'H3O+. Si je prends une base forte, B, ben, quand elle est dans l'eau, elle est entièrement protonée, c'est-à-dire qu'elle forme entièrement du BH+, plus OH-. D'accord? Donc, comme c'est un acide et une base forte, ben, il n'y a pas cette double flèche. On peut considérer que les constantes d'équilibre sont tellement grandes que l'équilibre est complètement déplacé vers la droite. On l'a déjà répété des dizaines de fois, on ne va pas réinsister là-dessus. OK? Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire toujours hein, que H3O+ multiplié par OH- est égal à 10-14. Hein. Ça, on est toujours dans de l'eau, donc on a toujours cette constante de dissociation de l'eau. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on peut écrire également? Bon, on peut écrire que la concentration en acide, souvenez-vous, hein, on écrivait tout le temps que c'était la forme acide plus sa forme dissociée. Donc ça veut dire que l'acide que je mets en solution peut se retrouver sous sa forme acide ou sous sa forme dissociée. Ici, on est sur des acides qui sont forts et des bases qui sont fortes. C'est-à-dire que la forme acide n'existe plus. Vous ne trouvez pas d'HCl en solution, vous ne trouvez que des Cl-. Pourquoi? Parce que c'est un acide fort et donc ça veut dire que l'équilibre est complètement déplacé vers la droite. De nouveau, on ne va pas réinsister des heures là-dessus, ça doit être compris. Et Cb, c'est exactement la même chose. Normalement, c'est la forme basique plus sa forme protonée, mais la forme basique n'existe plus, tout simplement parce que c'est une base forte et donc toute la base est présente sous forme de BH+. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un souci, parce que je sais qu'il y a un petit décalage de temps peut-être entre la vidéo et peut-être le micro de Teams ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, je vous entends via mon PC qui est juste à 2 mètres de moi. Donc s'il y a un souci à un moment, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais pour le moment, c'est du grand classique et c'est du grand connu, donc il ne doit pas avoir de souci là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut écrire. Et qu'est-ce qu'on peut encore écrire comme dernière équation? Souvenez-vous, c'est la conservation des charges. Les charges positives sont égales aux charges négatives. Et comme charge positive, ici, j'ai H3O+. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai BH+. Et ça, c'est égal aux charges négatives qui sont OH- et qui sont A-. Voilà. J'ai réécrit un peu les équations fondamentales que l'on a toujours utilisées. J'écris pas les constantes d'équilibre, hein, vous vous souvenez, avec des acides ou des bases fortes, parce que les constantes d'équilibre sont tellement grandes qu'il n'y a pas beaucoup de sens d'écrire ces constantes d'équilibre, parce qu'il n'y a pas vraiment un équilibre en fait. L'équilibre est complètement déplacé, donc on ne va pas travailler avec les équilibres, mais on peut travailler avec les équations que je vous ai indiquées ici. Alors là où il faut faire un petit peu attention, c'est exactement le même cas de figure que quand on faisait des mélanges d'acides ou des mélanges de bases. Souvenez-vous au Q1. Ici, quand je fais mon titrage, qu'est-ce que j'ai?
dans mon bécher, ben, je vais avoir de l'acide et puis je vais rajouter de la base. Donc je vais rajouter du volume. Imaginez qu'on commence avec 20 ml d'HCl. Si je délivre 2 ml de NaOH, mon volume total sera de 20 plus 2, donc de 22 ml. Et quand je fais ce type de mélange, ben, vous le savez, je dois recalculer mes concentrations, comme on le faisait quand on mélangeait deux acides ou deux bases pour calculer le pH. Ça veut dire que ces concentrations Ca et Cb, je dois les recalculer. Donc, la concentration Ca, à tout moment, ben, sera en fait la concentration en acide. Je vais écrire la concentration en acide, multiplié par le volume de l'acide. Je vais l'écrire comme ça, divisé par le volume total. Donc le volume de l'acide plus le volume de la base. Hein. Et pour la base, on a exactement le même principe, c'est-à-dire que la concentration en base que je vous ai indiquée là-bas dans les équations, en fait, on va mettre HCl et on va mettre NaOH, ce sera plus facile. C'est la concentration en NaOH fois le volume de NaOH, donc c'est-à-dire son nombre de moles, divisé par le volume total, la somme des deux volumes. Okay. Donc ça, c'est important de bien comprendre que il faut recalculer ces concentrations en fait tout au long du titrage, parce que le volume de base, le VB, il va changer tout au long du titrage. On délivre d'abord 1 millilitre, puis un deuxième millilitre, puis un troisième millilitre, et donc le volume total qui est dans le bécher, c'est 21, puis c'est 22, puis c'est 23, puis c'est 24 millilitres, et ainsi de suite tout au long du titrage. Donc vous avez cette valeur de volume, ici, de volume total, qui va changer tout au long du titrage. C'est le principe de la courbe de titrage, évidemment. Rien de très compliqué jusque-là. OK? Alors, si vous me suivez bien, vous allez voir que sur la dia, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Hein. Donc, les différentes équations avec la conservation des charges, le fait que voilà. Donc la conservation des charges, le fait qu'on doit recalculer la concentration en fonction des volumes ajoutés au fur et à mesure du titrage, et voilà un peu les différentes équations que l'on a écrites. Alors, comment on va calculer la courbe alors? On va prendre différents cas de figure. Donc on va prendre différents cas de figure. Vous verrez le PowerPoint, vous l'avez peut-être sous les yeux. On va le faire ensemble sur le tableau, ce sera encore plus simple. Donc, on va prendre des points un peu particuliers au niveau de la courbe pour pouvoir la calculer. Le premier point qu'on va prendre, c'est un point très simple. OK, voilà. Donc le premier point qu'on va prendre, c'est un point très simple. C'est le point de départ. C'est-à-dire quand le volume de base est égal à 0. C'est-à-dire que je n'ai pas encore commencé le titrage. Ça va? Je n'ai pas encore commencé le titrage. Ça veut dire que j'ai quoi dans mon bécher? J'ai simplement mon acide fort. Tout seul. Voilà. Je n'ai pas encore commencé mon titrage. Voilà, j'ai tout mis en place. Il y a ma burette qui est là au-dessus, mais je n'ai pas encore délivré la moindre goutte de base. Donc, je n'ai que mon acide seul dans ma solution. Et alors, comment je fais pour calculer le pH de ma solution? C'est très simple. Vu que c'est un acide fort seul, vous le savez, le pH est égal à moins log de la concentration en acide.
Attention, si la concentration en acide est supérieure à 10-6 moles par litre, hein, toujours. N'oubliez pas le cas de figure de l'HCl qui est à une concentration de 10-8. Si je fais moins log de 10-8, je vais trouver un pH de 8. Un pH de 8, c'est-à-dire basique pour une solution d'HCl, ce n'est pas possible. Parce que cette formule-là est une formule avec une approximation. L'approximation, c'est que la concentration soit supérieure à 10-6 moles par litre. Mais je sais calculer le pH de ce point particulier qui est mon point de départ, tout simplement. Donc un bête exemple, vous avez 20 ml d'une solution d'HCl 0,1 mol par litre et vous voulez commencer un titrage. Ben, le point de départ, pH est égal à moins log de 0,1 mol par litre, ben, ça fait 1. Donc vous démarrez au point à pH 1. Et donc si vous essayez de construire la courbe de titrage, donc du pH en fonction du volume de base ajouté, ben, vous commencez ici à un pH de 1. À un volume de 0. C'est le premier point de la courbe. Ça va? Pas très intéressant. Là où ça devient un peu plus intéressant, ben, c'est lorsque je vais commencer à faire mon titrage. C'est-à-dire que je vais me situer dans une deuxième zone. Je vais prendre un deuxième cas de figure. C'est-à-dire que je commence à délivrer du NaOH. Et donc, mon volume de base, il est compris, donc VB, il est compris entre 0 et le volume d'équivalence. Donc je suis avant l'équivalence, je suis dans la première partie. Donc j'ajoute de la base, ben, vous le savez, le pH va augmenter parce que j'ajoute de la base, mais la phénophtaline ne change pas tout de suite de couleur. Parce que je n'ai pas encore ajouté suffisamment de moles d'NaOH que pour neutraliser toutes les moles d'acide. Donc je suis dans cette gamme-là, dans cette première partie de la courbe où je suis en train d'ajouter de l'acide. Ben, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Ben, j'ai une majorité d'acide encore. Je commence à ajouter de la base, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, mais je n'en ajoute pas suffisamment que pour atteindre l'équivalence. Donc j'ai toujours mon acide qui prédomine. Mon acide fort qui prédomine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme approximation alors dans mes équations? Ben, si j'ai mon acide qui prédomine, donc je suis dans une solution acide. Et qu'est-ce qu'on peut dire avec une solution acide? On l'a déjà dit plusieurs fois au Q1, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. Dans une solution acide, la concentration en H3O+, est beaucoup plus grande que la concentration en OH-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais négliger ces OH- au niveau de l'équation. Donc, il me restera quoi au niveau de l'équation d'électroneutralité? Ben, il me restera simplement que H3O+, plus BH+, est égal à A-. Je supprime le OH-. Donc ça veut dire aussi que H3O+ est égal à A- moins BH+. Je fais passer le BH+ par là, tout simplement. Et je vais encore écrire ça autrement, parce que A- et BH+, je peux les écrire autrement. Regardez sur l'équation ici, ben le A-, en fait, c'est la concentration en acide actuelle. Le Cb, c'est la le BH+, pardon, c'est la concentration en base. Et donc, je peux écrire que c'est simplement Ca moins Cb. Attention que Ca et Cb sont bien recalculés à tout moment. Hein. Donc, à recalculer en fonction du nombre de millilitres de base que l'on a ajouté. Hein. Donc, ce sont les Ca et Cb qui sont en cours de titrage, tout simplement. Hein. Donc, ces valeurs-là changent au fur et à mesure du titrage. Plus le volume de base augmente,
plus je vais avoir un nombre de moles de base, plus le Cb va augmenter. D'accord ? C'est assez simple à comprendre. Ça veut dire que le pH, une fois que j'ai écrit ça, le pH c'est très facile, c'est toujours moins log de la concentration en H3O+, hein. Donc c'est moins log de la concentration en Ca moins Cb. OK ? Donc ça, c'est la première partie de la courbe. Je vous montrerai à quoi ressemble la courbe juste après, mais pour ne pas changer 8 fois les écrans, je vais continuer le raisonnement et je vous montrerai la courbe par la suite. Alors, si je continue à avancer dans ma courbe, et donc, à partir du moment où j'ajoute de la base, je continue à ajouter de la base, et j'arrive à un moment à l'équivalence. Hein. Donc là, j'étais avant l'équivalence. Le troisième cas de figure que je vais prendre, c'est si j'arrive à l'équivalence, si Vb est égal au volume d'équivalence. Qu'est-ce qui se passe quand Vb est égal au volume d'équivalence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à l'équivalence, ça veut dire que le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. C'est du 1 pour 1. Hein. Acide fort, base forte, HCl, NaOH. Donc j'ai ajouté le même nombre de moles de base que le nombre de moles d'acide qui était présent dans mon bécher au départ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que ma concentration en acide, que je recalcule ici à tout moment, hein, est égale à ma concentration en base. Si vous préférez, on peut l'écrire, concentration de mon acide fois le volume divisé par le volume total est égal, je vais écrire Va plus Vb, est égal à la concentration en NaOH fois le volume de base divisé par Va plus Vb. Donc on a le même nombre de moles ou la même concentration, parce que le volume c'est celui du bécher, pour les deux. Alors, si Ca égale à Cb, qu'est-ce que je peux tirer alors? Souvenez-vous de l'équation d'électroneutralité, hein, je la réécris, c'était ça, plus BH plus est égal, et ça on sait que c'est Cb, est égal à OH moins plus A moins, et ça on sait que c'est Ca. Si Ca est égal à Cb, comme ils sont de part et d'autre du signe égal, ça se simplifie. Ça vaut la même chose. Et donc il me reste que H3O+ est égal à OH-. Si H3O+ est égal à OH-, étant donné que le produit des deux vaut 10-14, forcément, ça veut dire que chacun est égal à 10-7 moles par litre. Et mon pH vaut alors moins log d'H3O+, c'est-à-dire moins log de 10-7, le pH vaut 7. Donc, ça veut simplement dire que lorsque vous faites un titrage d'un acide fort par une base forte et que vous arrivez à l'équivalence, le pH vaut toujours 7. Si vous faites le titrage d'une base forte par un acide fort, le contraire, vous arrivez à l'équivalence, le pH vaut 7. Des bases fortes, il n'y en a pas 40. Hein. Souvent, on prend NaOH ou KOH. Que vous preniez l'un ou l'autre, le pH vaut toujours 7. Que vous preniez n'importe quel acide fort, HCl, HI, HBr, donc tous ceux qui sont les 4-5 premières lignes du tableau périodique, que vous titriez n'importe quel de ces acides forts par du NaOH ou du KOH, vous obtenez toujours 7 à l'équivalence. Voilà, donc c'est assez simple. Votre volume d'équivalence sera déterminé à un pH de 7, tout simplement.
on va terminer la courbe. Une fois que j'ai passé l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer après l'équivalence? Cette fois-ci, j'ai passé un pH de 7. Je continue à rajouter de la base, mais j'ai neutralisé tout l'acide qui était en solution. Ça va? Donc, je vais essayer de ne pas effacer ce que j'ai écrit en dessous, pas tout de suite en tout cas, parce que on va faire le lien directement. Donc, si je prends un quatrième morceau de ma droite, où je suis avec un volume de base qui est plus grand que mon volume d'équivalence. Donc, je continue à ajouter de la base, malgré le fait que j'ai passé l'équivalence. Ça va? À ce moment-là, vous allez avoir une solution qui est basique. Tout l'acide a été neutralisé et vous continuez à rajouter de la base forte. Donc, vous avez une solution qui est basique. Si la solution est basique, ça veut dire que la quantité de OH- est plus grande que la quantité d'H3O+. La quantité de OH- est plus grande que la quantité de H3O+. Et donc, je vais négliger les H3O+ dans mon équation. Et il me reste alors simplement que BH+, qui est égal à CB, est égal à OH- plus A-, qui est égal à Ca. Et je retrouve alors que OH- est égal à CB moins Ca. À partir de là, vous faites un peu comme vous voulez. Donc, c'est toujours des rappels du Q1. Donc, je me permets de ne pas tout développer, d'aller un petit peu plus vite. Parce que soit vous calculez moins log de OH- et vous avez alors ce qu'on appelle le POH. Souvenez-vous. Et on sait que pH plus POH vaut 14. Et donc, vous savez déterminer le pH. Ou alors, à partir de cette équation-ci, vous vous dites que H3O+, c'est 10 moins 14 divisé par OH-. Ça veut dire que c'est 10 moins 14 divisé par CB moins CA. Et donc le pH, si je prends moins log de ça, ça va faire 14 moins log plus log de CB moins CA. Quand je prends le pH, je prends moins log d'H3O+. Je vais avoir une division. Donc le logarithme d'une fraction, c'est la différence des logarithmes. Donc je vais avoir un moins log, et donc je vais plus log. Et là, le 14 va passer devant. Okay, et je vais avoir cette formule-là. Et donc, vous savez de nouveau aussi calculer le pH dans toute la région qui est après l'équivalence. Ok. Je vous remets la dia. Donc, vous voyez sur la dia, un peu comme au Q1, il n'y a que les réponses finales, entre guillemets. Il n'y a pas le raisonnement qui va derrière. C'est pour ça que je le fais avec vous au tableau. Mais on retrouve évidemment les formules principales que l'on vient de démontrer ensemble. Ah ben voilà, la courbe elle est sur la dia suivante, super. Je ne dois même pas changer et prendre mon fichier. Donc ici, vous voyez, je vous ai fait une courbe de titrage. Je ne sais pas si vous voyez bien les points, ouais, je pense qu'on voit. Courbe de titrage de 20 ml d'un acide fort, n'importe lequel. Je l'ai pris à une concentration 0,1 molaire par une base forte 0,1 molaire. Donc au point de départ, on a dit qu'on avait moins log de 0,1, c'est-à-dire un pH de 1, juste ici, au point de départ. On a dit qu'à l'équivalence, si c'est les mêmes concentrations et que vous titrez 20 ml, l'équivalence elle sera à 20 ml aussi. Au volume d'équivalence, le pH il vaut 7. Ça c'est facile.
Et donc vous voyez que ici on est en présence d'un acide fort et donc j'ai utilisé la première formule. Le pH augmente un petit peu tout simplement parce que j'ajoute de la base, mais j'ai encore beaucoup d'acide dans ma solution. Et vous avez ce qu'on appelle un changement de courbe, un changement de pente qui est assez brusque. Vous avez quelque chose qui est relativement plat au début et tout d'un coup ça monte très fort parce que on quitte, j'ai fait millilitre par millilitre là je pense, à 19 millilitres j'ai encore de l'acide, à 20 je suis à l'équivalence, à 21 j'ai un excès de base et donc je reprends ma formule de la base pour tracer le reste de ma courbe. Donc on peut tracer théoriquement grâce aux formules, donc j'ai simplement pris mes concentrations et j'ai changé le volume de base à chaque fois, ça change mes CA, ça change mes CB et donc ça change mes pH à chaque point lorsque j'ajoute de la base au fur et à mesure de mon titrage. Et donc je retrouve ce genre de courbe lorsque je fais un titrage d'un acide fort par une base forte. Je pense que ce n'est pas très compliqué. C'est un cas de figure très facile. Alors, je vous disais tout à l'heure, où suis-je? Ah oui, voilà. Je vous disais tout à l'heure, à quoi ça sert ce truc? Pourquoi on s'amuse à faire ça? Premièrement, comme je vous le disais, ça sert déjà à prévoir l'allure de la courbe, de savoir à quoi ça va ressembler et que quand vous allez mesurer votre courbe expérimentalement avec votre pH mètre, de voir si ça correspond bien à la théorie. Donc ça doit ressembler à ça. Deuxièmement, et là ça devient très important, c'est ce qui nous intéresse, nous c'est l'équivalence très souvent. C'est ce point-là. Et pourquoi c'est ce point-là qui nous intéresse? Parce que c'est ce point-là qui nous permet de calculer des concentrations et donc de faire de la chimie analytique. Et pour essayer de visualiser cette équivalence avec nos deux yeux, on ajoute très souvent un indicateur coloré, comme ceux dont on a déjà parlé, qui sont au dos de votre tableau périodique. Et on le sait, les indicateurs colorés changent de couleur pour un pH qui est donné, qui est propre au pKa de la molécule d'indicateur coloré. Mais donc il faut que l'indicateur coloré change de couleur à l'équivalence. Si votre pH, si votre indicateur coloré change de couleur et que vous n'êtes pas à l'équivalence, ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Et donc vous remarquez en traçant cette courbe théorique que vous avez une équivalence ici à un pH de 7. Donc vous voyez, vous avez cette courbe ici qui varie très fort dans cette région de pH. Et donc il vous faut un indicateur coloré qui vire dans cette zone-là aussi. Si vous prenez un indicateur qui vire dans cette zone-là, vous allez voir un changement de couleur lorsque le pH change brusquement comme ça de valeur. Donc c'est pour ça que vous utilisez la phénophtaléine. Si vous prenez, je ne sais pas moi, un indicateur coloré dans le tableau périodique, le rouge de méthyle ou quelque chose comme ça, imaginons qu'on prenne un indicateur coloré qui change de pH, de couleur à un pH entre 2 et 3, vous allez titrer, vous allez arriver ici à 2 et vous allez avoir un changement de couleur aux alentours de 15-16 millilitres. Mais ce n'est pas votre équivalence. Vous voyez un changement de couleur, mais ça ne correspond pas à l'équivalence de votre réaction chimique. Tout simplement parce que vous n'avez pas choisi un indicateur coloré qui change de couleur dans la gamme de pH qui correspond à l'équivalence. Donc normalement, pour choisir un indicateur coloré, s'il n'est pas indiqué dans les notes, il faut savoir au moins le pH à l'équivalence, le pH à l'équivalence, et vous allez voir que quand on titre d'autres types d'acides, ce n'est pas toujours 7. On peut avoir des pH à l'équivalence qui valent 4,5 ou qui valent 8,5, 9. Ça dépend de ce qu'on est en train de titrer. Donc on n'a pas tout le temps des pH à l'équivalence qui valent 7. Et donc c'est pour ça que la phénophtaléine, ça ne marche pas tout le temps. On peut parfois vous demander de prendre un autre indicateur coloré parce que je ne suis pas en train de travailler avec un acide fort et une base forte. Pour les acides forts et les bases fortes, ça fonctionne bien. Mais si ce n'est pas un acide fort et une base forte, on peut utiliser d'autres indicateurs colorés qui vont varier dans d'autres régions. Mais il faut que cette région corresponde toujours
au pH, à l'équivalence de votre réaction chimique. Okay? C'est pour ça qu'on s'amuse à tracer des courbes théoriques de titrage pH métrique. C'est pour principalement visualiser à quel moment on a l'équivalence. Alors tant que je suis sur la courbe là-dessus, parce que vous allez en faire je pense au Q2 au labo, donc c'est utile d'en parler. Je vais l'écrire au tableau, je vous montre le tableau tout de suite. Ce sera plus visuel pour vous. Donc, vous allez fabriquer ce genre de courbe expérimentalement au laboratoire. Et le but c'est de déterminer l'équivalence. Okay? Donc, vous avez cette courbe de pH en fonction du volume de base et vous avez quelque chose qui fait ça. Okay. Et on vient de voir pour notre exemple qu'on a ici à un certain pH, on a ce qu'on appelle le volume d'équivalence. Mais après, si vous avez la courbe, uniquement la courbe, comment vous allez faire pour déterminer ce volume d'équivalence? C'est là où, en fait, la courbe monte très fort. Mais ça, pardon, c'est pas très rigoureux comme définition. C'est là où la courbe monte très fort. Ok, mais là aussi elle monte et là aussi elle monte. Donc comment vous allez vous dire, c'est ce volume-là et c'est pas un autre volume. Très souvent, on va vous demander de dessiner, de tracer ce qu'on appelle la courbe de dérivée première. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les dérivées en maths, mais c'est assez simple. C'est quoi la dérivée? Il faut déjà se souvenir c'est quoi une dérivée en maths. Une dérivée, c'est, je vais le noter, c'est la pente de la tangente à la courbe. Donc si je prends ce volume-ci, je suis là, je trace une tangente, la pente de cette tangente, c'est ma dérivée. Si je suis à ce volume-ci, je trace une tangente ici, la pente de ma tangente, c'est la dérivée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous remarquez que si la courbe ne monte pas très fort, la pente, elle est faible. Donc, dans toute cette zone-ci, j'ai une dérivée première qui est faible parce que ma courbe est relativement plate. Ici, même chose. J'ai une dérivée première qui est de nouveau faible parce que ma courbe ne monte pas très fort non plus. Par contre, lorsque je suis ici au volume d'équivalence, la tangente à la courbe, elle est plus ou moins comme ça. Et donc, la pente, c'est-à-dire quand je fais un pas à droite de combien je monte, la pente là, elle est très grande. Elle est même maximale. Et ça veut dire que quand vous allez déterminer cette dérivée première, si vous faites un graphique de la dérivée première en fonction du volume de base ajouté, vous aurez au début une dérivée première qui sera relativement faible et ensuite vous allez avoir ça, une dérivée première maximale et puis ça va redescendre et on aura ça. Donc dérivée première faible au début, dérivée première faible à la fin et là où il y a l'équivalence, une dérivée première qui est maximale. Donc, en maths, on dit que quand la dérivée première est maximale, on a un point d'inflexion au niveau du graphique. Donc, c'est-à-dire que vous voyez le graphique qui est monté comme ça et après, il repart sur une autre concavité. Voilà. Donc, c'est des choses que vous avez peut-être vues en secondaire en maths.
On n'est pas là pour faire exactement ça, vous le referez en maths, mais c'est utile dans la chimie parce que c'est comme ça que l'on va déterminer le volume d'équivalence. On va devoir déterminer la dérivée première, c'est-à-dire la pente du graphique, et on trouvera le maximum de cette dérivée première. Ce sera en fait le volume d'équivalence. D'un point de vue pratique, comment vous allez calculer ce truc? Ben, c'est très simple. Je vais bouger un tout petit peu, que vous voyez bien le tableau. C'est quand même bien fait ce truc. Voilà. Donc, quand vous faites votre titrage, ben, vous avez une colonne des volumes de base en millilitres. Donc, vous ajoutez 0 millilitres, 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres. Puis, vous êtes à 19,2 millilitres. Vous êtes à 19,4. Vous êtes à 19,6. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est tous les volumes que vous ajoutez. À chaque fois, vous relevez le pH. C'est le Y de la courbe. Et vous avez toutes vos valeurs de pH. Mais pour calculer la dérivée première, je vous ai dit c'est quoi? C'est la pente. En maths, comment on calcule une pente? Pour ceux qui se souviennent un petit peu, on fait en fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Dans notre cas de notre graphique, le Y c'est quoi? C'est l'ordonnée, c'est le pH. Et le X c'est quoi? C'est le volume. Donc en fait, vous faites le pH du deuxième point moins le pH du premier point, divisé par le volume du deuxième point moins le volume du premier point. Et dans Excel, ça se fait très bien. Donc vous faites le pH d'ici moins le pH là, divisé par 1 moins 0, puis divisé par 2 moins 1, puis divisé par 3 moins 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand vous avez une valeur ici qui est maximale, la plus grande valeur que vous trouvez, c'est le volume d'équivalence. Donc voilà ce que vous allez faire un peu au labo, et voilà comment vous devez exploiter correctement une courbe pour pouvoir trouver le volume d'équivalence. Donc vous voyez déjà pas mal d'intérêt de faire ces courbes de pH. Un premier gros intérêt, c'est de pouvoir voir si ça correspond bien à la théorie. Un deuxième intérêt, c'est de trouver le bon indicateur coloré parce qu'il faut qu'il vire à l'équivalence, forcément. Et un troisième intérêt, c'est de pouvoir travailler avec des courbes réelles et de pouvoir tracer cette dérivée première pour retrouver des volumes d'équivalence. Ok, donc voilà pour une courbe très simple d'un acide fort par une base forte. Alors, tant que je suis devant le PC, je regarde si tout va bien. Ok. Vous voyez sur la dia normalement que on peut faire exactement la même chose si on inverse, c'est-à-dire que si je mets la base dans le bécher et si je mets l'acide dans la burette, donc je vais titrer la base par l'acide. C'est exactement le même raisonnement, sauf qu'au début j'ai que de la base, donc je néglige les H3O+, et donc voilà mon point de départ. À l'équivalence, c'est toujours 7, ça ne change absolument pas. Et après l'équivalence, j'ai un excès d'acide, donc je néglige les OH-, et je me retrouve avec cette formule-là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que la courbe, elle va être inversée. Je pense que j'en ai peut-être mis une sur les dias juste après. Voilà, on ne va pas refaire le raisonnement parce que c'est exactement la même chose. Non, je ne l'ai pas dessiné. Vous allez avoir exactement la même courbe, sauf qu'elle va être dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une courbe qui monte, vous allez avoir une courbe qui descend, vu qu'on ajoute de l'acide et donc vu que le pH ne fait que diminuer.
Donc on a volume d'acide cette fois, on a pH. Ben, vous commencez à un pH élevé, vous descendez progressivement, puis vous avez votre seau et puis ça se restabilise. Et vous avez votre volume d'équivalence qui est là. Donc c'est exactement la même courbe, mais vers le bas au lieu d'être vers le haut. OK? Alors, ça c'était très simple. On va changer un petit peu le type d'acide et on va passer sur un cas qui est beaucoup plus intéressant. On va faire le titrage d'un acide faible par une base forte. OK. Donc, ça je peux effacer. Alors, j'ai remarqué au Q1 que vous préfériez peut-être, souvent vous préférez que je prenne un exemple plutôt que des HA et des B et ainsi de suite. Donc, on peut prendre un exemple, hein, aucun problème pour moi. Donc, on va faire le titrage d'un acide faible. Alors, qu'est-ce qu'on prend souvent? Je sais pas, moi, on peut prendre CH3COH par une base forte de type NaOH. Okay. Alors, si on essaie de représenter ça, c'est très simple. C'est-à-dire que ici, dans la burette, vous mettez du NaOH à une certaine concentration. Et vous avez un bécher avec, et vous en délivrez un certain volume de base. Et vous avez un bécher avec ici de l'acide acétique, CH3COH, qui lui aussi à une certaine concentration Ca, et il y a un certain volume d'acide attitré, tout simplement. Ça va? Donc rien de bien particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? Je vais les écrire là, peut-être pour gagner un peu de place. On peut écrire l'équation de titrage, hein, donc c'est-à-dire que CH3COOH plus NaOH, ça va vous donner CH3COONA plus H2O. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est toujours du 1 pour 1, il n'y a pas une stoichiométrie particulière. Au niveau de l'acide, CH3COH dans l'eau. Là, cette fois, n'oubliez pas qu'il faut mettre un équilibre parce que c'est un acide faible, c'est plus un acide fort, donc il est partiellement dissocié. C'est du CH3CO- plus H3O+. La base, ça reste une base forte, okay. Donc il n'y a pas de souci. On peut écrire, je ne sais pas comment on pourrait l'écrire. NaOH dans l'eau. On va dire que c'est pas vraiment juste ce que j'écris. Hein. Je vais retirer l'eau, ce sera un peu plus juste. Voilà, pour trouver un peu. Et là, je peux mettre simplement une simple flèche. C'est une base forte. OK? Alors, si vous avez un équilibre au niveau de votre acide, cette fois-ci, comme avant, il n'y a rien qui change. On peut écrire une constante d'équilibre. Donc, le Ka de l'acide acétique, c'est les produits divisés par les réactifs. Donc, c'est la concentration en CH3CO- multiplié par H3O+, divisé par la concentration en CH3COH. OK? Et je peux aussi écrire, je vais changer de couleur, je peux écrire aussi les nouvelles concentrations, hein, comme tout à l'heure, comme ça vous n'êtes pas perdu. Je vais juste mettre comme dans les notes, c'est-à-dire avec un petit prime, c'est-à-dire que je vais calculer C'(A), c'est-à-dire c'est la nouvelle concentration en acide au fur et à mesure où je rajoute de la base.
Donc c'est bien CA fois VA en fonction du volume total. VA plus VB. C'est exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure, hein. Il n'y a absolument rien qui change. Et la concentration en base à tout moment, ben, c'est le nombre de moles de base, donc CB fois VB, divisé de nouveau par le volume total. Donc dans le bécher, qu'est-ce que j'ai comme volume? Ben, celui de l'acide plus la base que je déverse, donc VA plus VB. Je n'ai absolument rien changé. J'ai juste mis un prime ici, comme ça on ne confond pas les différentes concentrations. Donc il faut bien sûr recalculer les concentrations comme précédemment. Il n'y a rien qui change par rapport à ce que j'ai déjà écrit. Au niveau des équations, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Pour la base, on peut commencer par la base. C'B, donc normalement, hein, c'est B plus BH+, mais comme c'est une base forte, ben, elle est entièrement protonée. Donc c'est BH+, c'est-à-dire c'est ici dans notre cas Na+. Hein. Par contre, C'A, ça c'est la différence par rapport à tout à l'heure. Ben, C'A, comme c'est plus un acide fort, il peut se répartir sous ces deux formes. Donc c'est CH3COH plus CH3COO-. Et là, je ne peux plus, en tout cas tout de suite, simplifier quelque chose parce que vu que c'est un acide faible, ben, il peut se répartir selon ces deux formes. Et je peux encore écrire l'équation de conservation des charges. Hein. H3O plus Na est égal à OH- plus CH3COO-. En sachant que Na+ vaut, c'est écrit là au-dessus, Na+ vaut C'B. Donc H3O+, je vais l'écrire, plus C'B est égal à OH- plus CH3CO-. Voilà, j'ai écrit mes différentes équations de base. J'ai écrit mes différentes équations de base. Je vais pouvoir commencer mes différents cas de figure. Hein. Je vous montrerai la dia après, ce sera plus simple. Et on va commencer par le premier cas de figure le plus simple, c'est-à-dire de nouveau quand le volume de base vaut 0, c'est-à-dire quand je n'ai pas encore ajouté de base, quand je n'ai pas encore commencé le titrage. Donc je peux le mettre ici tout en dessous parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, si, mais c'est exactement comme ce qu'on a fait au Q1. Donc si le volume de base est égal à 0, donc le titrage n'a pas encore commencé, donc j'ai quoi dans mon bécher? J'ai mon acide faible. Donc j'ai mon acide faible seul. Et calculer le pH d'un acide faible, ben vous savez le faire. Hein. On l'a fait au Q1. On peut vérifier, on peut regarder certaines simplifications. Donc voilà. Donc lorsque le volume de base est égal à 0, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore commencé le titrage, vous avez simplement le pH qui est le pH de l'acide faible. Si les simplifications classiques que l'on connaît, concentration est supérieure à 10-6 et racine de K sur Ca est inférieure à 0,05, on peut utiliser une formule simplifiée. Si ce n'est pas le cas, on doit passer par du second degré. On l'a fait au Q1, on ne va pas rappeler, c'est le point de départ de la courbe. J'ai envie de dire que ce n'est pas le point le plus important, hein, mais on peut le calculer, c'est simplement un acide faible tout seul. OK? Alors, ensuite, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va commencer le titrage. On va commencer à ajouter de la base. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute de la base? Donc, quand je suis avec un
un VB qui est compris entre 0 ml et le volume d'équivalence. Hein. Je suis avant l'équivalence, de nouveau, c'est la première partie de ma courbe. Qu'est-ce que je fais? Dans mon bécher d'acide faible, je rajoute de la base forte. Ça va? Donc, mon pH augmente. Mon acide faible est en train d'être titré par une base forte. Donc, le pH évolue relativement vite, entre guillemets. Tout à l'heure, j'avais un acide faible qui était titré, un acide fort, pardon, qui était titré par une base forte. Et donc, mon acide fort, il restait là bien présent et il n'était pas très influencé par ma base forte. Ici, mon acide, il est faible. Et donc, quand j'ajoute de la base forte, j'ai quand même une variation de pH qui est relativement importante. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme simplification? Ici, je vais pouvoir simplifier. Je vais me dire, un peu comme on avait fait au Q1 aussi, je vais le mettre dans une autre couleur, je vais négliger les concentrations en H3O+ et OH- par rapport à C'A et C'B. De nouveau, on va pouvoir faire ça si les concentrations sont supérieures à 10-6 moles par litre. Hein. Donc il y a toujours les conditions qui sont là derrière. On l'avait fait cette réflexion au Q1 plusieurs fois en se disant si j'ai une solution qui est à un pH relativement intermédiaire, donc imaginez un pH de 6, vous avez H3O+ vaut 10-6, OH- vaut donc 10-8. Donc on a des concentrations à la fois en H3O+ et à la fois en OH- qui sont très faibles par rapport à un acide qui pourrait être à 0,1 mol par litre. Donc on va négliger comme ça les concentrations en H3O+ et OH- en se disant que la solution n'est pas trop acide parce que je suis en train d'ajouter de la base forte, mais la solution n'est pas trop basique non plus parce que je n'ai pas encore ajouté suffisamment de base forte. Vous voyez un peu? Donc on est dans une situation intermédiaire où j'ai déjà commencé à ajouter de la base, donc la quantité de H3O+, elle a diminué, mais je n'ai pas encore énormément de OH- parce que je ne suis pas encore en milieu basique. Donc on va pouvoir négliger les deux. Si je néglige les deux, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir que C'B, je vais pouvoir négliger ça et ça, et donc C'B est égal à CH3COO-. C'B est égal à CH3COO-. Ça veut dire alors que si je me remets dans l'équation ici de mon acide, est-ce que je ne peux pas trouver CH3COH? Est-ce que je ne peux pas écrire que CH3, la concentration en CH3COH, ce ne serait pas C'A moins CH3COO-, c'est-à-dire C'A moins C'B. Donc vous voyez, si CH3COO- vaut C'B, par ma simplification là, et que je le remets ici, ça vaut donc C'B, CH3COH vaut C'A moins C'B. Ce n'est pas très compliqué. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout remettre dans ma constante d'équilibre, comme d'habitude. Et je vais avoir un Ka qui vaut donc CH3COO-, c'est-à-dire C'B, fois H3O+, est égal à CH3COH, donc c'est-à-dire C'A moins C'B. Et donc H3O+ est égal à Ka fois C'A moins C'B divisé par C'B. Voilà.
J'espère que vous voyez le fin du tableau. Ouais, normalement, vous voyez. J'essaye un peu d'améliorer le truc hein, en direct. Voilà. Ça va? Donc, une fois que vous avez H3+, hein, vous savez calculer le pH. Hein. Le pH, il suffit de prendre moins log de ça. Alors, on peut le développer, on aura sûrement du pKa qui va apparaître, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus essentiel. Alors là où ça devient intéressant, donc, c'est que cette formule-là, on peut l'utiliser dans toute la première partie de la courbe, hein, donc pour tracer la courbe du point 0, enfin juste après le point 0, juste avant l'équivalence, je vais pouvoir utiliser cette formule-là pour tracer, pour calculer tous mes points de ma courbe. Et je voudrais, et on va terminer avec ça, parce qu'on a dit 1h30 et donc on va terminer vers 10h30, hein, donc quand j'aurai fini l'explication que je vais vous donner ici. Je voudrais vous faire remarquer un point un peu particulier dans cette zone. Dans cette zone, donc quand je suis avant l'équivalence, on peut définir un point particulier. Alors, je vais réécrire ce qui m'intéresse, parce que j'ai tout effacé, mais je voulais réécrire C'A est égal à CA fois VA sur VA plus VB. Hein, et je voulais écrire C'B est égal à CB fois VB sur VA plus VB. Donc voilà, ça je n'ai rien fait. Hein. Je le réécris juste, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, il y a un point particulier dans cette zone. Ce point particulier, c'est ce qu'on appelle la demi-équivalence. C'est quoi la demi-équivalence? C'est quand j'ai atteint la moitié du nombre de moles. Donc l'équivalence, c'est quand le nombre de moles, la vraie équivalence, c'est quand le nombre de moles de NaOH est égal au nombre de moles d'acide acétique. Ça, c'est l'équivalence. Moi, je suis en train de vous parler de la demi-équivalence. Ah ouais, je me rends compte que vous ne voyez pas des masses. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc, je suis en train de vous parler de la demi-équivalence. Ça, c'est l'équivalence. La demi-équivalence, c'est quand on a ajouté la moitié du nombre de moles. Ça va? Donc, la moitié du nombre de moles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles de NaOH, c'est la moitié du nombre de moles d'acide acétique. D'accord? Donc, j'ai mis la moitié du nombre de moles d'acide acétique. Je suis à la demi-équivalence. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On va simplement avoir que, si je fais passer dans l'autre sens, 2 fois alors le nombre de moles de NaOH est égal au nombre de moles d'acide acétique. Et si je reprends ça en termes de concentration, le nombre de moles de NaOH, c'est Cb fois Vb. Hein, et donc, ça veut dire que 2 fois C'B va être égal à C'A. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un point particulier, c'est la demi-équivalence. Ça veut dire que j'ai ajouté la moitié du nombre de moles. Un bête exemple, vous prenez 20 ml d'acide acétique, concentration 0,1, ça fait un certain nombre de moles. Vous le divisez par 2
et c'est le nombre de moles de NaOH. Vous avez atteint la demi-équivalence. Pourquoi je vous fais prendre ce point particulier? Parce que maintenant que j'ai écrit ça, je vais aller le remplacer dans la formule là-bas. Et qu'est-ce que ça va me donner alors? Je vais avoir H3O+ est égal à Ka fois quoi? Le Ca, je vais le remplacer par 2 fois C'B. Donc je vais avoir 2C'B moins C'B divisé par quoi? C'B. 2C'B moins C'B, ça en fait 1, divisé par 1. Tout ça, ça vaut 1. Et il me reste alors que H3O+ est égal à Ka. Et donc que le pH est égal au pKa. Et donc ça, c'est un point hyper intéressant parce qu'on remarque alors qu'à la demi-équivalence, mon pH vaut pKa. Donc vous le voyez sur la dia, normalement, à la demi-équivalence, point particulier, à la demi-équivalence, le pH vaut pKa. Alors je vous le montre sur un exemple. Voilà. Donc j'ai tracé la courbe de l'acide acétique en titré par du NaOH. Et ici, vous voyez, vous avez votre point de départ, c'est votre acide acétique seul. Vous avez une équivalence à 20 ml parce que les concentrations sont les mêmes et on titre 20 ml. Donc l'équivalence, c'est 20 ml. Donc la demi-équivalence, je pense que tout le monde a compris, c'est 10 ml. Donc je regarde à 10 ml et à 10 ml, mon pH, il vaut le pKa. pKa de l'acide acétique, 4,75. Vous regardez dans le tableau périodique. Donc à 10, ici, je suis à pKa. OK? Je suis à pKa. Donc ça, c'est un point un peu particulier, un point spécifique. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Et c'est la dernière chose dont je vais parler. Je reviendrai peut-être au prochain cours vendredi, je réintroduirai en parlant de ça, parce que c'est vraiment essentiel, au cas où certains aient déjà décroché ou ne m'écoutent plus. Je voudrais juste vous faire remarquer un petit peu ce qui se passe dans cette première zone. Vous voyez que le premier millilitre que j'ajoute provoque une augmentation relativement importante du pH. C'est-à-dire que vous êtes dans une courbe qui est comme ça. Si ça suivait, ça pourrait monter très fort. Donc dès que j'ajoute 1 millilitre, le pH monte. Et après, j'ai quelque chose qui est relativement stable. Vous voyez, le pH ici n'évolue que très peu. Entre 4 et 6 pour presque 17 millilitres ajoutés. Et le pH évolue très peu alors que je suis en train d'ajouter une base forte quand même. Je suis en train d'ajouter une base forte du NaOH, et je vois que mon pH, il ne décolle pas, il ne monte pas, il reste, bien sûr il augmente un petit peu, mais relativement faiblement. Mais pourquoi? Parce que dans cette zone-ci bien particulière, qu'est-ce que j'ai en présence comme espèce? Qu'est-ce que j'ai comme espèce en présence quand je fais mon titrage? J'ai écrit l'équation de titrage tout à l'heure. CH3COH plus NaOH. Ça me donne du CH3COONa et de l'eau. CH3COONa, c'est quoi comme espèce? Ah oui, j'ai pas changé. Je dois revenir sur le tableau. Tac. Donc vous avez l'équation. Je disais, vous formez du CH3COONa. CH3COONa, c'est quoi comme espèce chimique? C'est un sel. Un sel, ça se dissocie. Donc ça forme du CH3COO- et des Na+. Et donc dans votre bécher, vous avez du CH3COH et vous êtes en train de fabriquer des CH3COO- via l'ajout de NaOH. Ça forme un sel qui se décompose, CH3CO-, Na+. Donc dans votre bécher, vous vous retrouvez avec un acide faible
et sa base conjuguée. Normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. Un acide faible plus sa base conjuguée, c'est ce qu'on appelle une solution tampon. Et ces solutions tampons, on en a déjà parlé au Q1. C'est quoi leurs caractéristiques? C'est qu'elles résistent. Leur pH varie très peu lorsqu'on ajoute de la base ou de l'acide. Et c'est pour ça que la courbe, elle monte très peu malgré le fait que l'on ajoute une base forte. C'est tout simplement parce que dans cette première région, avant l'équivalence, j'ai fabriqué un mélange tampon. Il me reste de l'acide faible et j'ai de la base conjuguée qui apparaît dans ma solution. Donc j'ai un mélange tampon qui se crée et ce mélange tampon permet de résister à l'ajout de NaOH. Et donc votre courbe de pH, elle monte relativement peu. Malgré le fait que j'ajoute une base forte dans un acide faible, le fait de fabriquer une solution tampon comme ça, dans cette zone-ci, vous voyez que la variation de pH elle est relativement faible. Voilà ce qui explique l'allure de la courbe.